Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Deluche au micro de Nouvelle Conscience. J'avais à cœur de vous présenter Jean-Paul, que j'ai rencontré en me formant à l'animation d'ateliers de philosophie auprès de l'association Sève à Limoges. Jean-Paul est un philanthrope engagé qui a fait de l'écologie et de l'éducation ses grandes priorités dans un respect profond de ses terres en Limousin et en Périgord. Jean-Paul m'a beaucoup touchée par son humanisme. À 70 ans, il s'accorde au discours ambiant pour plus de sobriété et de reliance à la nature, à travers la Fondation Deluche pour le développement durable en Limousin et en Périgord qu'il a créé une fois retraité. Cette discussion intergénérationnelle fait le lien aussi bien entre les époques qu'entre les cultures et les terres vers un discours commun d'harmonie avec la nature. J'espère que cet échange vous donnera confiance en l'édification d'un futur souhaitable, les jeunes avec les moins jeunes, les militants avec ceux qui progressivement quittent le monde d'avant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Paul Deluche. Bonjour Manon Sala. Je suis très contente de t'accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Nous nous sommes rencontrés à Sève, Limoges, la première édition d'ateliers philosophiques, de formation aux ateliers philo. Donc, j'avais à cœur de t'accueillir au micro du podcast pour que tu nous partages ton expérience, ton engagement surtout, qui est très ancré territorialement et ancré aussi en toi, j'ai l'impression. Alors, effectivement, nous nous sommes vus, Manon, il y a maintenant en décembre 2021, où on a commencé le parcours Sève. Alors, ce que je te propose, c'est que peut-être je te brosse rapidement quel a été mon passé, pourquoi j'en suis arrivé là. Oui, ben justement, la première question du podcast, c'est de te présenter avec le cœur et en conscience, avec ces deux aspects-là. D'accord. Alors, et d'utiliser les deux, avec parcimonie, mais bon. Alors, donc, je suis né en 1952, le 27 novembre 1952, dans un petit village de Dordogne qui s'appelle Mialet, que j'apprécie particulièrement et qui reste dans mon cœur, et où je vais régulièrement, au moins une fois tous les 15 jours. Bon, je suis né à Mialet, dans ce petit village. Ensuite, j'ai fait mes études. Alors, j'ai passé mon bac à Limoges, parce que mes parents, quand j'avais 11 ans, ont décidé de venir à Limoges, qui était la grande ville, et pour travailler à Limoges. Donc, j'ai passé mon bac à Limoges. J'ai fait, après un IUT Tech Deco à Limoges, j'ai fini par une école de commerce à Bordeaux. Et de Bordeaux, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise d'importation de café vert. Donc, j'étais trader en café vert, courtier en café. J'achetais du café vert et je le revendais à des torréfacteurs. Et entre-temps, entre ma fin d'études et mon début de travail, j'ai été passer 1 an dans une ville qui est considérée comme la ville la plus chaude du monde. Et c'est une ville qui est dans la corne de l'Afrique, qui s'appelle Djibouti, où j'ai été me balader en Éthiopie. Et en Éthiopie, ça n'est pas un hasard, parce qu'en Éthiopie, il y a beaucoup de café. Et c'est sans doute là où il y a probablement, sans doute, les meilleurs cafés du monde. Et là, j'ai fait connaissance du café en Éthiopie et en face au Yémen. Donc, j'ai passé 1 an là-bas. Après, j'ai travaillé à Bordeaux dans une entreprise d'importation de café vert, où j'étais courtier, trader.
Et ensuite, j'ai repris à Limoges l'entreprise familiale qui vendait du café aussi, qui avait une petite boutique de vente au détail, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été créée en 1936, cette boutique. Et mon job, ça a été de faire grandir cette boutique et d'apporter la marque que je portais, qui s'appelait des cafés RL, sur les 10 départements autour de la Haute-Vienne. Donc, entre autres, la Dordogne, la Corrèze, la Creuse, la Charente, et puis en montant au nord, dans les pays centre-France. Voilà. Et j'ai vendu mon entreprise, parce qu'il faut bien qu'une entreprise vive même sans le président que j'étais, et il fallait que l'entreprise continue et perdure. Alors que moi, je n'allais pas perdurer forcément. Et j'espère que pour les cafés RL, eh bien, ça durera encore des dizaines et des centaines d'années. Pourquoi pas? Depuis 1936. Donc, quand j'ai transmis mon entreprise, je préfère le mot transmettre que vendre. Bien sûr, on vend, mais j'ai transmis. Je n'ai pas vendu à n'importe qui. J'ai transmis à un de mes amis avec lequel j'ai travaillé pendant 40 ans et qui, lui, a 3 enfants qui travaillent dans l'entreprise. Donc, l'entreprise que j'ai managée pendant 40 ans continue à bien fonctionner sur les mêmes rails avec la même éthique. En 2012, quand j'ai vendu, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de temps à disposer. Alors, à ce moment-là, j'ai pris ce temps pour reprendre des livres que j'avais un peu laissés de côté quand j'étais chef d'entreprise. J'avais une centaine de salariés. Donc, et ce qui m'a toujours intéressé dans mon entreprise, c'est bien sûr le produit, mais c'est les hommes. Essentiellement les hommes. Je suis un humaniste. Donc, j'aime les hommes, j'aime la vie. Et j'ai repris quelques livres que j'avais laissés de côté. Donc, j'ai relu les Essais de Montaigne que j'avais probablement lus. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Il faut faire quelque chose. Après avoir lu les Essais de Montaigne, je suis allé rencontrer des gens. J'ai rencontré Yann Arthus Bertrand à Paris, à Good Planet, dans sa fondation. J'ai rencontré Nicolas Hulot à la Trinité. J'ai allé voir Pierre Rabhi. J'ai lu l'encyclique du pape aussi, Laudato Si, sur l'environnement, sur la planète. Et puis j'ai lu les essais. Et puis j'ai lu l'éthique de Spinoza, parce que Spinoza, pour moi, est le philosophe du bonheur. Et moi, j'aime être heureux, j'aime le bonheur. Donc, et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'amène ma petite pierre à l'édifice. C'est pour ça, alors quand j'ai transmis mon entreprise, quand tu vends une entreprise, on te donne des sous. Et puis cet argent, il faut que ça serve à quelque chose. Donc j'ai fait un conseil de famille j'ai une fille qui a 41 ans, j'ai une femme, et je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on va faire quelque chose, prendre une partie de notre patrimoine pour le cibler sur des œuvres, sur des actions en Limousin, en Périgord. Et je me suis approché de la Fondation France et j'ai créé la Fondation Jean-Paul Deluche pour le développement durable en Limousin-Périgord. C'est un peu long, c'est comme ça. Et l'objectif, c'est de soutenir des projets. Et c'est la raison pour laquelle je reviens sur scène. Je me suis rendu compte, quand j'ai vu le programme de Frédéric Lenoir, que, évidemment, ça commence comme ça. Ça commence quand on est tout petit, qu'on doit faire attention à notre planète, à nous déjà. Et puis, je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose pour là. Et c'est là que j'ai fait Sèvres, que je me suis engagé, qu'on a fait le parcours Sèvres, que je t'ai rencontré. J'ai eu le plaisir de te rencontrer à ce moment-là. Et j'accompagne d'autres projets. J'accompagne SOS Faune Sauvage, qui sont un centre d'accueil pour les animaux sauvages, tombés du nid, frappés par des voitures. On a monté toute une équipe de bénévoles. Merci Jean-Paul pour cette présentation vraiment exhaustive, même si j'imagine qu'il manque certains aspects de tout ton parcours, mais on arrive bien à cerner ce qui t'a guidé jusqu'ici, à la fondation de Jean-Paul Deluche. Quelles sont les responsabilités de l'entreprise? Donc toi, tu es un ancien chef d'entreprise pendant 35 ans.
pour justement accompagner cette transition écologique ou cette transformation. Je préfère parler de transformation. Et on sait que l'entreprise est guidée vers l'idée de profit, de rendement. Est-ce que c'est conciliable, le monde de l'entreprise, avec un monde plus sobre, plus respectueux du vivant? Alors, je le crois, évidemment. C'est la raison pour laquelle je milite tous les jours. Je suis, en plus, on n'a pas parlé, je suis shifter, je suis membre du Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Donc, la fondation que j'ai créée a donné des sous au Shift Project de façon à pouvoir aller plus loin. Je pense que l'entreprise se doit d'être vertueuse, se doit d'être économe, sobre, comme dit Jancovici, Janco, comme on l'appelle, parce que tout le monde l'appelle Jean-Marc Janco. Janco, il dit, où on y va tranquillement avec sobriété, où on va faire des efforts avec sobriété en étant heureux de le faire, où on sera obligé de le faire, ça sera plus compliqué. Donc, je pense que l'entreprise se doit d'être vertueuse. Je pense qu'on a du mal à recruter, les entreprises ont parfois du mal à recruter des collaborateurs. Je pense que, bien sûr, il y a beaucoup de raisons que je ne vais pas brosser ici aujourd'hui, mais il y en a peut-être une, c'est que les gens, et qu'on est la preuve vivante maintenant, les gens aujourd'hui ne cherchent pas qu'à gagner de l'argent sans regarder l'éthique de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. Donc, on peut vendre du café d'une façon vertueuse. Il y a un projet de café, entre autres, un garçon que je connais bien, qui transporte son café, qui transporte le café des pays producteurs vers les pays consommateurs, vers l'Europe, par des bateaux à voile, et ça marche très bien. Ça marche très, très bien. D'accord. Une de tes maximes, un de tes slogans, c'est d'agir au plus vite, mais aussi au plus près. On voit dans tout ton engagement cet attachement au Périgord, au Limousin. Est-ce que selon toi, revenir à plus de local, c'est également un des leviers pour permettre une action plus enracinée, plus en lien avec le territoire? Est-ce que la mondialisation nous a déconnectés de ça et donc de la terre? Probablement. Alors moi, je te parlais tout à l'heure de mon petit village où je suis né, qui s'appelle Mialet, en Dordogne, dans le Périgord vert. Quand je suis né dans ce village, on était tous, on vivait ensemble, savoir-être, vivre ensemble, on vivait ensemble, on était à l'école ensemble, mais on n'était pas qu'à l'école, on passait notre vie ensemble. Les enfants, tous les enfants, d'abord on allait à l'école à pied, certains faisaient beaucoup de kilomètres, parfois 7 kilomètres pour aller à l'école et repartir. Alors le sport, il n'avait pas besoin d'avoir du sport dans l'école, hein, le sport il le faisait effectivement, et tout ça fonctionnait très bien. Donc je suis persuadé que le local, et dans cette vie de village, cette vie rurale, on est plus près de la nature, on est plus près de la terre. Obligatoirement, on la respecte plus, parce que respecter la terre, ça veut dire quand on cultive, beaucoup de gens dans les campagnes ont leur potager et cultivent avec plaisir, pas forcément pour gagner un peu plus, enfin, ça leur coûte moins cher, mais surtout pour manger mieux. Et puis en même temps, pour avoir le plaisir de voir les légumes, les fruits qui poussent. J'étais hier soir chez un copain qui a planté 2 pieds de concombre. Il a, je ne sais pas combien de concombres, il en récupère 8 par jour. C'est énorme, avec 2 pieds. Donc, et ça, c'est un plaisir. Donc, je crois, moi, qu'il ne faut pas obliger les gens à faire des choses bien, mais il faut leur dire que faire des choses bien, c'est bon pour eux. Ce qui est bon pour la nature est bon pour eux. Et moi, j'ai créé ma fondation localement, parce que j'estime que localement, il y a des choses à faire, sans aller très loin, et que ce qu'on fait en local peut être un vecteur de développement pour tout le monde. On peut tout à fait faire des choses localement et que ça soit partout pareil. Quand on sait que Paris vit, si on arrêtait les transports routiers, on ne vivrait plus. Et le principal, c'est quand même de manger. Oui.
C'est pas d'avoir un téléphone. Oui. Donc revenir à l'essentiel finalement, à ce qui nous lie à la vie. Est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, tu arrivais à avoir cet état d'esprit? Comment tu faisais pour intégrer plus de sobriété, plus de respect humain et de la nature quand tu étais à la tête des cafés Erel? Alors, tu sais que cette chose-là dont on parle, c'est quand même assez récent. Quand on en parle, on parlait à l'époque, quand j'ai repris les cafés Erel en 81, on parlait pas tellement de ça. On le faisait peut-être naturellement. On achetait plus localement que plus loin, ça c'est sûr. Et puis après, il y a une industrialisation. Et puis on dit que la Chine pollue, mais la Chine pollue probablement plus que nous. Mais la Chine fabrique pour nous. Tout ce qu'on achète en France est fabriqué en Chine, en tout cas dans des pays. On a décentralisé. Enfin bon, j'enfonce des portes ouvertes. Et je pense que ce qu'on fait avec Sève, on peut le faire partout. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde entier et c'est Dieu. Donc, bien se connaître. Moi, je trouve que les enfants, quand je vais dans les écoles, et j'ai fait beaucoup d'ateliers là, les enfants sont formidables. La spontanéité qu'on rencontre, on la perd un peu après, probablement. Alors après, il faudrait analyser ça. Donc, je pense que sur la question que tu m'as posée pour l'entreprise, je pense que les collaborateurs que j'avais étaient conscients de ce qui se passait et j'ai fait venir des gens dans l'entreprise pour parler de ce qui était en train de se passer et qu'il fallait faire attention. Vivre bien, c'est vivre parfois simplement et être un peu épicurien, mais épicurien dans le vrai sens du terme. Oui. D'accord, donc développer une éthique au quotidien, un mode de vie, une qualité de vie qui finalement est très présente peut-être même en Périgord avec cette nature environnante et cette... On vient là, je crois. Donc, tu as pu voir que dans nos villages, les gens n'ont pas beaucoup de réseau. Certains, j'ai fait le rassemblement des gens qui étaient à l'école primaire de mon village à Mialet le 21 juin. Mm-hmm. Donc, on compte que certains n'avaient même pas de réseau Internet, n'étaient pas connectés avec Internet. Certains n'avaient pas de téléphone portable. Et j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus malheureux que les autres, hein, pas du tout, au contraire. J'ai trouvé, la vraie vie n'est pas forcément celle qu'on t'impose. Il faut réfléchir. Oui, et cela demande un peu de recul pour justement prendre conscience que ce qui nous est proposé n'est pas une valeur absolue, mais qu'on peut prendre d'autres chemins, vivre différemment. D'accord. Jean-Paul, donc tu accompagnes des projets. Comment candidater à ta fondation? Comment avoir une chance d'être soutenu par elle? Alors, donc j'ai fait un site internet. Alors, je n'accompagne que des projets en Limousin, Périgord, parce que malheureusement, je veux voir tout ce qui se passe et ne pas aller trop loin. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Il y a plein de choses à faire localement, pas la peine d'aller très loin. Et en même temps, ce qui est utile aussi, c'est des projets qui seront toutes les chances d'être pérennes. Moi, je suis chef d'entreprise déjà, au départ. Donc, je regarde des projets évidemment vertueux, mais des projets d'utilité publique, bien évidemment, contrôlés. Je suis hébergé par la Fondation de France. La Fondation de France est en charge, elle, de tout ce qui est back-office et en même temps de m'accompagner. Quand j'ai un projet sur lequel je me dis qu'est-ce que j'ai besoin de réfléchir, il y a une personne à la Fondation de France qui s'appelle Thierry Gissinger, qui est le responsable environnement. Eh bien, j'appelle Thierry, je lui dis voilà, tel projet, qu'est-ce que tu en penses? On discute. Il y a d'autres gens à la Fondation de France, il y a 200 personnes. On est là pour travailler ensemble et pour faire avancer les choses, bien sûr, en Périgord, Limousin, Périgord. C'est les 4 départements où j'ai toujours travaillé pratiquement, sauf Bordeaux, mais c'est pas loin. Moi, je suis là, je travaille en local et je suis très bien là. D'accord. Donc, on peut t'écrire sur ton site internet et soumettre une initiative afin que toi, tu évalues sa correspondance avec les critères de la Fondation. Tout à fait. Et en même temps, ça pourrait être... Alors, si ce projet
ne rentre pas totalement dans les objectifs que j'ai mis en place, mais tout ça sur le site internet, c'est plutôt pas mal expliqué. Il y a aussi beaucoup de fondations qui sont hébergées par la Fondation de France, qui peuvent prendre en charge d'autres projets d'origine tout aussi intéressante, mais peut-être moins. Alors, si un projet arrive qui est, je sais pas, dans le Maine-et-Loire ou dans l'Ardèche, je peux les mettre en relation avec la Fondation de France, qui elle-même va les mettre en relation avec la fondation dédiée. Oui, donc pour rappel, les thématiques autour desquelles tu travailles, c'est la santé, la biodiversité, le climat, l'agriculture. Pourquoi ces choix-là de thématiques ? Parce que l'agriculture, c'est essentiel, parce que si on cultive mal, si on ne respecte pas notre terre, notre terre ne nous donnera plus à manger, et puis c'est elle qui nous donne à manger, c'est la seule. Donc la terre, il y a l'éducation également, c'est là où, en plus de ça, l'éducation est essentielle. Et je pense que de plus en plus, je vais aller vers l'éducation pour former les gens, faire sensibiliser les gens à ce qui est bon pour eux et pour la nature. Donc tout ça, c'est autour de l'environnement, l'agriculture, la biodiversité. Si on ménage nos oiseaux, nos animaux sauvages, on les ménage pour eux, mais on les ménage aussi pour nous. C'est essentiel pour nous. La biodiversité, ça fonctionne comme ça. Et c'est pas par hasard qu'il y a des papillons dans les arbres qui butinent. C'est pas par hasard qu'il y a des abeilles. C'est pas par hasard. Tout ça est plutôt bien orchestré. Et ce qu'il faut, il y a un chef d'orchestre, qu'on appelle la nature. Bon, la nature est plutôt bien faite. L'objectif que moi je me suis fixé, c'est d'intervenir localement et non seulement de sensibiliser les gens. C'est pour ça que Julien Perron vient. C'est pour ça que je vais peut-être faire un jour, j'espère, faire venir Jean-Marc Janco d'ici, à Limoges, pour qu'il explique un petit peu ce qui est en train de se passer. Clairement, objectivement, c'est un ingénieur, c'est un mec qui est carré, un politique qui... j'ai rien contre les politiques, mais la politique a aussi ses limites. Oui, tu veux l'action et l'impact direct. Super. Je suis un homme d'action. Oui, mais ça se sent, ça se voit, et quand on te voit également en train d'animer un atelier Sève, voilà, on sent que tu mènes les rênes et que tu aimes ça, et que tu le fais bien. J'essaie de le faire le mieux possible, mais en tout cas, je veux que ça avance et Sève, donc on a mis en place, et d'ailleurs, tiens, Gabrielle Bell, la directrice de Sève, vient là au mois de septembre. Là, je viens d'avoir un message. Ah, super. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Bon, j'espère que vous pourrez continuer les ateliers philo Sève. Bon, ça, tu le mettras sur ton site internet. Est-ce qu'on peut suivre tes engagements sur ton site et sur ta page Facebook aussi? Absolument. Voilà, très bien. Merci Jean-Paul. Avant de nous quitter, pourrais-tu répondre s'il te plaît à la dernière question du podcast, qui est celle pour toi de la définition d'une nouvelle conscience? Comment tu perçois ce nom? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, une nouvelle conscience? Une nouvelle conscience. Alors moi, je vais te dire ce que j'en pense moi, Jean-Paul Leluge. C'est sans doute, probablement, le fait que les gens puissent revenir à des choses claires, des choses simples, des choses dont on a parlé et qu'on a peut-être un peu oublié pour aller sur des choses peut-être moins essentielles. L'essentiel, c'est d'avoir à manger, à boire, avoir un toit pour se protéger, avoir chaud quand on a chaud, pas trop chaud quand il fait trop chaud dehors, et puis tout ça avec beaucoup d'amour autour de soi. Je pense que ça, c'est essentiel. Le reste n'est qu'accessoire. Et je crois que prendre conscience de ça, la philosophie nous aide. Enfin, je pense que c'est essentiel, faire réfléchir les gens à ce qui est bon pour eux. Et ne pas parler que pouvoir d'achat, même si le pouvoir d'achat est très important. Mais c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa vie. Oui. Et là, une question bien. Comment toi, tu cultives cet état de questionnement, d'émerveillement même par la philosophie au quotidien? Donc, j'imagine que c'est pas uniquement en lisant les livres dont tu parlais tout à l'heure, mais comment cultiver
cette ouverture comme ça aux questions sur le monde dans la vie de tous les jours? Alors tout d'abord, moi je suis dans la nature, j'habite au milieu de la nature. Là, partout, c'est des arbres. Et moi, je suis temps dans la nature. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est au moins 3 heures par jour où je vais ou marcher, ou regarder, ou écouter, et puis communiquer avec. Pour moi, la communication avec les gens est essentielle. Je marche dans la nature, mais je vais aussi en ville, je vais aussi parler avec les gens, j'anime des ateliers philo, j'anime des ateliers maintenant qu'on appelle un café philo, qui est en train qui a plusieurs cafés philo, donc je vais et je parle beaucoup avec les gens. Socrate, à Athènes, faisait se questionner les gens et leur disait, connais-toi toi-même, j'en ai dit tout à l'heure, mais pour bien se connaître, il faut aller à l'intérieur de soi et creuser, et creuser, et creuser, et creuser. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Et j'essaye aussi, pour moi, c'est essentiel d'aider les gens. Pour moi, c'est essentiel. Je ne peux pas vivre sans aider les gens. Mais quand j'ai été chef d'entreprise, ce qui m'a passionné, c'est les gens, c'est les hommes, plus que tout le reste, essentiellement. Et ça continue à me passionner. Peut-être malgré ou à cause ou grâce à tout ça. Je vais terminer par ce qu'a dit Montaigne quand il a écrit les essais. Ça a été l'œuvre de sa vie, hein. Il a beaucoup travaillé, il a écrit, il a souffert, mais la vie est parfois souffrance, hein. Tout le monde a des souffrances, tout le monde a des joies énormes et des tristesses tout aussi importantes. Mais Montaigne a dit, à la fin des essais, il a dit « À moi donc, j'aime la vie et la cultive tel qu'il a plu à Dieu de me l'octroyer. » Oui. C'est une parole c'est une phrase qui me suit tout le temps. C'est-à-dire, voilà, j'aime la vie malgré que ce soit la vie, et bien que ce soit comme ça, j'aime la vie et j'aime les hommes, clairement. Merci Jean-Paul pour ces beaux mots de la fin. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram @NouvelleConsciencePodcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'1 an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.